Voilà, deuxième partie, Territoire d'info, avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés radios, 130 radios territoriales qui sont nos partenaires, et TV5 Monde. Et l'invité politique en direct ce matin sur ce plateau, c'est Éric Woerth. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Éric Woerth. Vous êtes président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale et vous êtes député LR de l'Oise. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour Cyril, bonjour. Et bonjour Christelle Bertrand. Vous représentez le groupe La Dépêche sur ce plateau. Votre interview, Éric Woerth, sera rediffusée sur les sites internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin. Est-ce qu'elle avait une utilité, cette audition d'Alexandre Benalla devant les sénateurs hier? Il ne pouvait pas, il ne voulait pas parler. À quoi a-t-elle servi, cette deuxième audition? Elle a été très, très longue. J'ai trouvé les sénateurs très incisifs, d'ailleurs, plutôt bons dans leurs questions. Essayant de bien faire la part des choses entre, évidemment, l'aspect judiciaire et l'aspect qui relevait de cette commission d'enquête. Et puis, M. Benalla, très, très fermé Qu'a-t-elle apporté sur les éléments de langage de son avocat. Écoutez, ça a montré qu'il y avait quand même beaucoup de zones d'ombre encore dans cette affaire, dont on ne peut plus d'ailleurs. On en parle depuis déjà beaucoup trop longtemps. En réalité, tout ça est assez malsain, désagréable. Donc je pense que c'était utile de rencontrer à nouveau M. Benalla, compte tenu des faits nouveaux. On n'a pas appris grand-chose, mais on a appris qu'il ne voulait rien dire. En réalité, je pense que ce que la justice fera, parce que ça ne doit pas être très compliqué, honnêtement, la justice fera la lumière entre des propos contradictoires entre le directeur de cabinet du président de la République et M. Benalla. Je pense que l'opinion publique en a un peu assez, qu'il y a sûrement beaucoup de dysfonctionnements à l'Élysée. C'est l'objectif d'ailleurs de bien comprendre le dysfonctionnement institutionnel dans cette commission d'enquête. Et pour les comprendre, c'est aller en trouver des solutions. J'imagine que l'Élysée, ce qui est très intéressant, c'est de savoir ce que l'Élysée a fait depuis. L'audition révèle déjà des failles dans la sécurité du président de la République. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de tout ça. Enfin, visiblement, il y a d'énormes failles. Ou alors, ce n'est pas des failles et c'est voulu, mais ça, c'est un autre sujet. La justice est saisie, elle dira exactement les choses, puisqu'elle a accès à tout. Et je pense que la commission d'enquête, je pense que vous pouvez toujours vouloir desserrer des contraintes. C'est toujours possible. Il y a des contraintes et des procédures. Vous pouvez aussi vouloir vous affranchir des procédures. Mais je pense que ça met en avant aussi les commissions d'enquête. En dehors de M. Benalla, ça met en avant les commissions d'enquête et je pense qu'on doit réfléchir à nouveau à ces commissions. Je pense que le Sénat va aussi loin qu'il peut et avec pas mal de talent. Je salue réellement les sénateurs de toute tendance politique d'ailleurs, de Philippe Bas et tous les autres. Donc il faut bien regarder jusqu'où on peut aller. En fait, cette idée qu'il y a du judiciaire, il y a du politique, ça marche pas ensemble, et alors on sait plus très bien où est la frontière. Et d'ailleurs, c'est pas tellement à M. Benalla ou à la personne de dire et de faire la part des choses. C'est en réalité à la commission de le faire. C'est à la commission de le faire. Et je trouve que Philippe Bas, hier, l'a très bien expliqué. Marcelo Westred. Éric Woerth, hier, dans l'actualité, on avait aussi un président de la République qui recevait en grande pompe à Versailles 150 grands patrons. Il y avait le patron de Coca-Cola, de Google. C'était le moment. C'est le moment de parler d'attractivité. C'était le moment. Le 21 janvier, on coupait la tête d'un roi, et donc c'était assez étonnant d'être à Versailles ce même jour. Mais au-delà je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais enfin au-delà de ce rapprochement osé, oui, je crois que c'est utile. J'en sais rien, c'est plus par trait d'humour. Mais je pense que c'est utile, oui. Moi, je suis très favorable à ce que tous les élus, mais aussi les entreprises françaises, participent à un mouvement d'attractivité du territoire. C'est pas la première fois, des colloques, des séminaires. Tous les présidents ont cherché à rendre évidemment le pays attractif. Il y a eu beaucoup d'initiatives de la part de beaucoup de présidents de la République. Celle-là en est une autre, et c'est tant mieux. On voit simplement un effet gilet jaune, si je peux dire ainsi. Vous êtes président de la Commission des Finances. Combien elle a coûté cette crise à la France ? J'en sais rien. Enfin, pour l'instant, elle a coûté 10 milliards d'euros d'abord en argent public, puisque cet argent a été financé essentiellement par de la dette, et puis elle va coûter en croissance, 0,2, 0,3 points de croissance, on verra, l'INSEE le dira à un moment donné, mais elle va coûter cher, et tout le monde peut le remarquer. Mais l'attractivité du pays, elle s'en trouve réduite. Aujourd'hui, moi j'ai vu physiquement, vu et discuté avec des personnes qui avaient l'intention d'investir en France, des boîtes importantes sur le plan financier, qui hésitaient à partir de Londres compte tenu de ce qui se passe
d'ailleurs tout à fait terrifiant en Grande-Bretagne, et pensait venir installer des activités à Paris, et qui, devant cette extraordinaire incertitude que ça provoque, en disant c'est la France comme avant, en réalité, et puis peut-être que la fin du débat fera en sorte qu'on ira encore plus loin dans ce sentiment-là, parce qu'on reviendra sur des mesures, ou pas, je n'en sais rien, qui sont des mesures mal perçues par l'opinion publique aujourd'hui. Donc l'envie, c'est d'aller ailleurs qu'en France, parce qu'il y a trop d'incertitudes, trop d'allées et venues, trop d'allers-retours. Est-ce que vous avez vu que ce vendredi, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, va sur le plateau de Cyril Hanouna organiser un talk-show spécial grand débat? C'est sa place, ça vous choque? Je trouve que c'est le grand débat, mais c'est aussi du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut tout faire. Je pense que le débat, il doit être sérieux. C'est pas un débat naturel. C'est pas un débat spontané, c'est pas dans un mouvement de réforme, le président ou le gouvernement décide que. Non, c'est un débat contraint, forcé, c'est une opération de sauve qui peut, dans laquelle on dit on n'a pas débattu jusqu'à présent, on n'a pas parlé, et aujourd'hui, on le fait. Et donc le président de la République se met lui-même tout à fait en scène, contrairement à ce qui avait été dit avant. Les ministres doivent écouter, tout le monde doit écouter, les pouvoirs publics doivent se mettre derrière, et on doit mettre devant les Français qui vont C'est pas de la téléspectacle là qui va c'est de la téléspectacle, mais comme c'est de la téléspectacle, en réalité, les rendez-vous avec les maires, c'est de la téléspectacle. Les assemblées départementales de maires, il y en a tous les ans, disent toujours exactement la même chose. Je veux dire, on ne découvre rien. Enfin, pour peu, moi j'étais maire 20 ans, on ne découvre rien de tout cela, mais on a 5 heures, 6 heures, on calcule en heures. Je veux dire, c'est pas une performance olympique. Tous les présidents de la République auraient pu faire ça. Dans votre ville de Chantilly, chez vous, des grands débats vont être organisés? Oui, c'est des débats. C'est pas des grands débats, mais on a l'habitude de débattre. On a des organes intermédiaires municipaux, on a des comités des sages, on a des comités de quartier, ce que font beaucoup de choses. Est-ce que vous allez Oui, je vais y participer, bien sûr, mais je vais y participer dans une posture aussi et surtout d'écoute, pas dans une posture présidentielle. Enfin, je ne crois pas qu'on se rende compte très bien, mais le président de la République, il est responsable de ce qui arrive. C'est son exercice du pouvoir, la manière dont il exerce le pouvoir, qui a grandement mis le feu à cette mèche et à cette explosion politique et sociale. Et il est le premier à se montrer pendant des heures et des heures sur les télévisions d'infos, il faut qu'il arrête. Vis-à-vis de maire avec des choses qui tournent en rond. Moi, je pense qu'il aurait dû la jouer plus modeste. Alors, il aurait dû laisser le débat fleurir partout, que Millefleur fleurir, que dans les salles des fêtes on discute, que les cahiers de doléances, les maires disent cahiers de condoléances d'ailleurs, mais que les cahiers de doléances soient remplis, qu'on y ajoute, que les gens disent ce qu'ils ont envie, et puis après, rentrer dans ce débat et que le gouvernement y aille avec une posture modeste. Il n'a pas une posture modeste, il a une posture arrogante dans ce débat. Votre parti, les Républicains, va lui-même organiser son propre débat auprès de vos militants. Quelle vocation cela a-t-il à nourrir ce grand débat national, ou c'est une consultation en parallèle? Qu'est-ce que vous allez faire des conclusions qui seront récoltées? J'en sais rien, j'ai découvert ça aussi dans la presse, donc s'il y aura un débat... Non, pas du tout. Donc s'il y a un débat au sein des Républicains... On demandera à Laurent Wauquiez pourquoi, voilà. On le reçoit jeudi. Je l'ai appelé moi-même. Moi, je pense que c'est très important que les partis discutent aussi, alors entre eux, mais ça n'est pas tenu par la date du débat. Je pense qu'il faut le faire beaucoup plus, beaucoup mieux, et avec tout le monde, avec absolument tout le monde, c'est pas toujours le cas, et puis participer, que nos militants, parce que c'est des hommes et des femmes engagés et qui ont des idées, participent dans les débats communaux, intercommunaux, enfin tous les débats publics qui pourront avoir lieu. Mais enfin, le président de la République a retrouvé l'adresse des mairies. Et c'est tant mieux. Il a ignoré les mairies, il retrouve cette adresse, tant mieux. C'était une faute. Il faut qu'il retrouve aussi l'adresse de tous les corps intermédiaires et qu'il retrouve aussi l'adresse de l'Assemblée nationale. 126 rue de l'Université. Parce que si on ne trouve pas l'adresse de l'Assemblée nationale, c'est quand même là où se situe le débat politique. Et c'est l'élection qui est en réalité le sommet de la démocratie. C'est par l'élection que les démocraties vivent. Il ne faut pas réduire le niveau de la densité électorale. Le Premier ministre a retrouvé l'adresse de l'Assemblée nationale. Oui, il a retrouvé l'adresse de l'Assemblée nationale. J'espère moi-même ne pas m'être trompé d'adresse en donnant une adresse, parce que je me trompe toujours dans les adresses. Éric Woerth, président de la Commission des Finances, à l'Assemblée nationale justement, qui est notre invité politique ce matin. Une marche républicaine et des libertés aura lieu à Paris le 27. Est-ce que vous allez y participer, vous? Non, pas du tout. C'est des réponses politiques lancées
par des... Non, pas du tout. C'est pas le 30 mai 68, l'idée. Non, d'abord, il y avait le général de Gaulle. Il y avait le général de Gaulle, c'est quand même pas tout à fait pareil. Puis 68, c'est pas pareil. 68, c'était une révolte, mais c'est une révolte presque positive. Une révolte avec l'envie de pousser les murs, de respirer dans une société de consommation et de croissance, 20 ans après la fin de la guerre, ou 25 ans, ou 23 ans. C'est quoi, une marche pro-Macron, là ? Là, la crise, c'est une crise extraordinairement pessimiste, une crise violente, une crise de haine, c'est une crise avec beaucoup de très mauvais sentiments. Mais vous la et donc, qualifiez comment, la marche du 27 autrement. J'en sais rien, ce serait une petite marche, une randonnée, enfin, j'en sais rien, une randonnée politique sans doute. Ouais. Une marche pour défendre la République, non ? C'est des grands mots, tout cela. Il faut juste que le gouvernement change d'attitude. Il faut juste que le président de la République il se déverticalise. Le vertical, ça donne du vertige. Je sais, je fais de la montagne, donc ça donne du vertige. Et la France a eu le vertige devant autant de pouvoir, autant de réformes plus ou moins abouties, d'ailleurs souvent à moitié, qui sans explication et avec un feu nourri de petites phrases qui montraient au fond une forme de mépris. Le mépris de classe, c'est terrible. Les Français, ils veulent bien être oubliés, ils veulent bien faire des efforts, il n'y a pas de problème, mais ils ne peuvent pas être méprisés. Je ne dis pas que le président voulait mépriser, je ne le dis pas, mais la vérité et la réalité des choses, c'est bien ce sentiment-là. Éric Woerth, parlons maintenant des Républicains. Vous êtes en train de choisir une tête de liste qui sera très vraisemblablement François-Xavier Bellamy, un jeune philosophe versaillais, qui est pris dans une polémique sur ses positions très anti-IVG. Bon, votre avis, est-ce que c'est la bonne tête de liste ? Est-ce que ça ne va pas diviser son profil ? Je pense qu'il y avait beaucoup de têtes de liste possibles. Monsieur Bellamy, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un de talent, mais il y a beaucoup de gens qui ont du talent aussi, Dieu merci, en France. Moi, je dis simplement, attention. Attention à ne pas transformer les Républicains en un petit parti conservateur. Attention, il y a beaucoup. Il faut retrouver l'état d'esprit de l'UMP. Quand on a créé l'UMP, tout n'était pas merveilleux, mais il y avait cette volonté de représenter l'ensemble de la droite. Alors je sais bien qu'on peut me dire aujourd'hui c'est difficile. Je crois que c'est au contraire extrêmement possible de le faire. Il y avait de la droite centriste, de la droite libérale, jusqu'à une forme de droite traditionnelle, et puis une muraille de Chine avec l'extrême droite. Et cet état d'esprit, il a été au fur et à mesure du temps perdu, fracassé par la primaire, et puis après refracassé par ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. Mais tout ça, c'était il y a longtemps maintenant. Et donc on doit pouvoir aujourd'hui mieux jouer l'unité du parti. Pas le cas. Pour que la candidature de M. Bellamy ait un sens, il faut évidemment regarder l'ensemble de la liste. Et j'espère que cette liste, elle représentera, dans les 4 premiers, par exemple, elle représentera l'ensemble des courants de pensée qui aujourd'hui constituent encore les Républicains. Moi, je crois à un parti ouvert. Il y a beaucoup de déçus de M. Macron. Aucun de ces déçus aujourd'hui ne revient vers les Républicains. Donc on voit bien qu'il y a la nécessité absolue. Moi, je suis très attaché aux Républicains, très attaché à mon parti, très attaché à ce qu'il représente l'ensemble des facettes de la droite républicaine. Donc il faut faire très attention à ne pas le rabougrir. Il y a des déçus, Laurent Wauquiez, aujourd'hui, chez les Républicains ? Moi, je ne dis pas ça et je ne veux pas personnaliser les choses. Laurent fait son travail, il est président des Républicains, il est légitime. Mais on peut contester des stratégies. Je pense que la stratégie politique des Républicains, c'est au fond l'ouverture au monde et l'ouverture politique dans le champ de la droite républicaine. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord chez les Républicains ? Sur cette ouverture J'espère que si, il faudrait trouver des lieux pour débattre, et les Républicains ont aussi besoin de débattre entre eux. Qu'est-ce que vous ferez d'ailleurs si, au moment où sera connue la liste, les 4 premiers dont vous parlez ne reflètent pas la diversité des courants? Moi, j'imagine que ce sera le cas. Je pense que l'élection européenne pourrait être un merveilleux moment d'unité du parti, justement parce que c'est une liste et qu'on peut trouver plusieurs candidats qui peuvent refléter cela. Donc allons à fond. Il ne faut pas avoir peur de ces élections européennes. Et on doit avoir une ambition sur ces élections européennes. Je ne comprends pas l'ambition d'un parti comme les Républicains, si longtemps après la primaire et l'élection présidentielle, c'est au fond d'être en tête de l'élection européenne. Alors je sais bien, je vois les sondages, ils ne sont pas très bons. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de candidat ou pas vraiment de candidat. On verra si ce candidat est capable de réunir, si ce candidat est capable de nous représenter tous. Ce sera à lui de le faire, au fond. Je veux dire, s'il veut y aller, alors il faut qu'il soit à la hauteur. Et derrière, il faut évidemment
maintenant que notre parti affiche son ambition au travers d'un projet pro-européen, radicalement pro-européen. Il n'y a pas de possibilité pour la France de s'en sortir si elle n'est pas européenne. Et il y a une place à prendre en Europe pour le leadership de l'Europe aujourd'hui. Et en même temps, évidemment, se garder de toutes les erreurs et de toutes les fautes qu'a commises l'Europe jusqu'à présent. Hier, Emmanuel Macron était à Aix-la-Chapelle pour signer un traité franco-allemand avec Angela Merkel. Et ce qui a beaucoup frappé, c'est que beaucoup de leaders, surtout à l'extrême droite, mais aussi dans l'opinion publique, on a vu fleurir beaucoup de fake news sur, par exemple, le fait que l'Alsace et la Lorraine allaient être allemandes, sur le fait qu'on allait partager le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Comment on fait de la politique quand il y a autant de fake news aujourd'hui? Mais il y en a tout le temps et partout. Mais on voit que les partis extrémistes sont des partis qui n'ont pas d'idées. Ils n'ont pas d'idées pour gouverner et donc leurs seules idées, c'est de mentir sans arrêt sur le fond et ça s'appelle les populismes. Les populismes mentent sans arrêt au peuple. Il y a pas plus éloigné des peuples que les populismes. Qui emmène les peuples en général dans le mur? Ce sont évidemment les populismes. Et à la fois M. Dupont-Aignan, qui a à peu près adhéré à tous les partis de droite avant de créer le sien, et à la fois Mme Le Pen, qui quand même manque un peu de talent, tous ces gens-là sont des populistes. Et sur un traité comme celui-là, qui est au fond la prolongation du traité de l'Élysée, et puis on montrait il n'y a rien dans ce traité, enfin je veux dire, il y a des ambitions au rabais. Et le couple franco-allemand, ça doit être une très grande ambition. L'Alsace et la Lorraine, elles ont déjà été allemandes, dans d'autres conditions sinistres, et c'était il n'y a pas si longtemps. Et l'Europe a évité tout cela. L'Europe a permis de dépasser tout cela. On doit aujourd'hui, au contraire, croire au couple franco-allemand, même si la France est affaiblie, et même si l'Allemagne l'est aussi. Éric Woerth, vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, vous avez été dirigeant de l'UMP. Des personnalités comme Alain Juppé, qui se rapprochent d'Emmanuel Macron, notamment sur ces thèmes européens. Vous en pensez quoi aujourd'hui? Moi, je le regrette beaucoup. D'ex-UMP, créateur de l'UMP, c'est le cas de Juppé. Oui. Je le regrette beaucoup. Alain Juppé avait toute sa place dans les Républicains, comme Jean-Pierre Raffarin a toute sa place dans les Républicains. Vous à revenir, à redialoguer. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même? Il faut sans arrêt dialoguer. Il faut retrouver l'état d'esprit de ce qu'était l'UMP. Alors c'est pas pour refaire de la nostalgie, mais je crois qu'il est moderne de considérer qu'on n'est pas obligé d'aller vers des partis conservateurs au mauvais sens du terme, dans une droite qui se rétrécirait au lavage. Je pense que la droite, au contraire, elle doit avoir pour ambition de représenter la première force d'alternance possible en France. Et il faut bien, en face de M. Macron, président de la République, affaibli et qui probablement court vers l'impasse, si on veut avoir un pays qui se transforme, qui se réforme, il faut avoir des gens capables de porter ces réformes et porter des réformes courageuses. Et je pense que les Républicains sont les premiers à pouvoir le faire et devoir le faire. On reçoit Laurent Wauquiez dans cette émission jeudi en direct. On lui fera part de ce que vous avez dit ce matin. Merci Éric Woerth, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, député de l'Oise. Merci Marcelo Westfred, merci Christelle Bertrand. On passe au débrief de l'actualité. Yves Tréhard, Denise Jambard, dans un instant. Voilà, Éric Woerth quitte ce plateau. Voilà, c'est en direct et font leurs entrées. Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Cyril, bonjour à tous, Yves. bonjour Denis. Et bonjour Denis Jambard, éditorialiste Cyril, à Nice bonjour Matin Yves, et à bonjour Challenge. à tous. Merci d'être là. Un petit mot sur hier, l'audition d'Alexandre Benalla. Bon, il ne pouvait pas dire grand-chose, il ne voulait pas dire grand-chose. Est-ce que ça a une quelconque utilité, ce genre d'audition? Il faut arrêter de regarder ça, il faut tirer le rideau. Benalla est un petit malin qui a profité des dysfonctionnements effectivement de l'État. C'est pas une affaire d'État. Comme disait, il a eu une seule bonne formule de toute sa carrière télégénique, c'est une affaire d'été. Mais bon, faut arrêter de lui prêter plus de considération qu'il ne mérite. Je crois qu'il ment pas mal, en plus. Ça va, ça suffit, on a autre chose à faire. Hein. Denis Jambard. Moi, je crois que c'est un sparadrap, comme celui du capitaine Haddock, et qu'on continue à coller. On voit qu'il continue à coller et qu'il risque de coller longtemps parce qu'on rentre dans un processus judiciaire qu'il a évoqué. Et ce processus. Pour ne pas parler d'ailleurs. Pour ne pas parler, ça risque quand même de lui retomber sur la figure à un moment donné. Oui, mais enfin, si ça lui retombe à lui sur la figure, personne ne s'en plaindra. Hein. Non, le problème, c'est que par son attitude, il donne le sentiment qu'il cache des choses très importantes. Et puis l'audition en présence de son avocate. Donc, si vous voulez, quand même,
Ah, mais ça, c'est normal qu'il y ait C'est son normal. avocate Non, à mais côté de ça lui. contribue à donner cette image. Non, mais on voit bien qu'il avait été cadré par ses avocats avec cette réponse récurrente sur je rendrai compte, il y a une instruction en cours, etc. Mais je pense que son attitude, en réalité, contribue à entretenir aussi l'affaire. Mais pourquoi il répond pas? Pourquoi il répond pas? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il cache? Deuxième thème, on l'a abordé avec Éric Woerth, là. Il y a un instant, cette marche républicaine et des libertés qui aura lieu donc à Paris dimanche. Donc, Éric Woerth ne compte pas y participer. C'est logique, ça, Yves Tréhard? C'est logique. Je crois savoir d'ailleurs que dans la sphère présidentielle, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord avec cette marche. Cette marche, elle a un risque énorme, notamment vis-à-vis des Français et des médias qui vont être les premiers observateurs et qui vont pas manquer de faire la comparaison avec le 30 mai 1968, quand il y a eu tout à l'heure. quand il y a eu la grande manifestation de soutien au général de Gaulle, qui avait rassemblé, souvenez-vous, plus d'1 million, je m'en souviens moi, parce que plus d'1 million de personnes sur les Champs-Élysées. C'était une des plus grandes manifestations sous la Ve République. Je doute fort qu'on arrive à ce chiffre, et j'ai peur qu'il frise le ridicule, si vous voulez. Donc je suis pas sûr que ça soit la meilleure des initiatives. Et Je Denis partage Jambard. complètement l'analyse d'Yves. Et en effet, cette comparaison va s'imposer. Et d'ailleurs, il faudrait faire la comparaison avec 68. Ce qu'on oublie, on a réduit un peu ça au mouvement étudiant. C'était un immense mouvement social. Social La aussi, oui, totalité bien de sûr. la France était en grève. Sûr. Il faut se souvenir de ça. Ça n'a rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes, qui est très catégoriel. Bon, après, c'est intéressant de le comprendre, de l'expliquer, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et qui... Puis il y avait quand même deux France à l'époque. On le sentait, on était dans une transition, il y avait la France, bon, même si c'était une révolte sociale aussi, c'était quand même une révolte de la jeunesse au Il y début. avait deux choses, société puis- et sociale. Oui, c'est ça. C'était une révolte de la jeunesse qui voulait se débarrasser un peu des carcans de l'ancien régime au sens de la vieille France, gaulienne, tout ça. Même si le général de Gaulle, il y a par beaucoup d'aspects, est toujours très moderne. Et puis, cette France de l'ordre et tout ça. Aujourd'hui, je pense que la France est beaucoup plus divisée que ça. Elle est complètement balkanisée. Et on le voit bien d'ailleurs à travers le soutien aux Gilets jaunes, en dépit des violences. Il y a quand même un soutien majoritaire des Français. Et tous ces Français ne sont pas des gens violents et qui ne sont pas dans les conditions de vie des Gilets jaunes qui sont plutôt modestes. Messieurs, je voudrais vous interroger sur cet arrêt sur la route de Davos d'une centaine de patrons de multinationales et de grandes banques qui ont fait escale hier au château de Versailles pour rencontrer Emmanuel Macron, pour dîner à Versailles. C'est une bonne chose pour l'attractivité de la France. C'est une erreur en ce moment d'avoir fait Non. ça de la part du président. Non, Vous non. avez entendu les observateurs là-dessus. Denis Jambard. Non, c'est pas une erreur, c'est nécessaire, il a raison. Il faut entretenir les liens. Le but est clair, c'est essayer de faire. La France est redevenue le premier pays en Europe où on investit. On voit bien d'ailleurs que ce qui vient de se passer dans ce pays peut refroidir un certain nombre d'entreprises. Bah, il essaie de réchauffer les choses pour que les investissements se poursuivent. Donc là, il fait son travail de président. Franchement, on ne peut pas le critiquer. Il le fait à Versailles. Alors on peut dire les ordres de en l'occurrence de la République Ouais, et de la monarchie. de la monarchie. Mais bon, ils sont contents d'être reçus là. Il ne faut pas exagérer non plus. Alors ce qui s'est dit, c'est qu'un certain nombre de patrons avaient au contraire pris les manifestations des Gilets jaunes, au fond comme une bonne chose, parce que ça montrait que le président de la République voulait réformer, au fond. Ah oui. Bah, c'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Hein. Le problème, c'est que c'est parti sur une réforme qui n'est pas une vraie réforme, parce qu'une hausse d'impôts, c'est jamais une réforme quand même. Il faut quand même le Non, dire. c'est plutôt une régression. C'est plutôt une régression. Mais c'est sûr que effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, apparemment, n'a pas tari, je dirais, les désirs. les oui. désirs de certains de venir. En fait, le mouvement de réinvestissement en France a commencé bien avant, hein, en 2016, 2015, à la faveur du CICE, du pacte de compétitivité. Donc, c'est un phénomène qui a été accru par l'image que donnait Emmanuel Macron de modernité, de réforme.
Bon, là, il fait son job, je dirais qu'il fait du en même temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il traite les gilets jaunes. Ça, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un terme à ce conflit et à cette crise, qui est plus qu'un conflit, qui est une crise. Et puis, il faut continuer à... Vous savez, on est dans un monde de compétition internationale où toute l'Europe, aujourd'hui, est en crise. Vous regardez bien, la Grande-Bretagne souffre du Brexit, l'Italie... la croissance allemande. Et l'Allemagne est quand même dans une incertitude politique qui pèse sur sa croissance économique. Et à côté de ça, vous avez un environnement international qui est quand même on ne peut plus instable. Donc il est urgent, il est important que la France fasse valoir ses atouts. Et bien sûr, les inquiétudes du Brexit vont peut-être jouer pour nous, Denis Jeanbart. Ce qui s'est passé hier à Versailles va dans ce sens, j'imagine ? Non, mais bien sûr, on voit bien qu'il y a un mouvement et il y a beaucoup d'interrogations sur ce qui se passe en Grande-Bretagne. En même temps, moi, j'ai toujours été étonné des pro-européens qui se sont réjouis du vote par les Anglais du Brexit. On voit bien que ça a été l'allumette qui a déstabilisé la totalité de l'Europe et depuis, on est dans un grand bazar parce que le Brexit, en effet, il y a un énorme problème anglais. Moi, je ne ferai pas le pari de l'effondrement anglais. On connaît la capacité de résilience de ce peuple. Il l'a montré au cours de son histoire. Mais en même temps, pour parler comme Macron, regardez tout ce qui se passe en Europe. Il va commencer l'énumération. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui est dans une situation stable. Vous voulez dire que quand les patrons français étrangers viennent en France, au fond, et qui regardent l'Europe, ils se disent c'est là où ça se passe le moins mal. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, il ne faut pas exagérer. Non, mais si vous voulez, ceux qui ont voté pour le Brexit, ce sont les gilets jaunes. Hein, c'est leurs cousins. Hein. C'est sur la question migratoire. Oui, mais quand même, c'est aussi la France, la Grande-Bretagne qui se sent reléguée, qui se sent abandonnée, qui n'a pas supporté l'immigration, non pas des tropiques, mais l'immigration d'Europe de l'Est, qui est interne à l'Europe. Donc l'Italie, le mouvement qui a porté le mouvement 5 étoiles et la Ligue au pouvoir, c'est la même chose. En Allemagne... le désamour vis-à-vis de Mme Merkel, c'est aussi la même chose. Enfin, on est quand même dans un moment où la vieille Europe, qui était quand même un peu le centre du monde, on va dire entre la Chine et les États-Unis, est en train de régresser pour le moment. Hein. Denis Jeanbart, pour conclure. Oui, non, mais je partage complètement cette analyse. C'est une Europe déstabilisée, dans un monde qui lui-même est déstabilisé par M. Trump, par la volonté de puissance aujourd'hui des Chinois. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure manière, cette situation de déstabilisation de l'Europe, d'affronter un monde qui lui-même est chambardé. Alors qu'elle pourrait en tirer son épingle du jeu. Hein. Et on voit bien d'ailleurs à travers l'interview de M. Wörth, que j'ai trouvé très intéressante et assez nouvelle, puisqu'il était quand même assez critique et offensif sur la manière dont est dirigé son parti, que les oppositions en France aussi ont besoin de repenser la situation du pays face à ce qui se passe à travers le monde. Merci beaucoup Denis Jeanbart, vous êtes éditorialiste à Nice Matin et à Challenge, et Yves Tréhard qui est toujours directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci. Merci à vous, messieurs. On va regarder ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux. C'est ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, dans les émissions politiques, bien sûr, mais ce matin également dans les autres matinales d'info. On regarde ensemble, on se retrouve après. Je ne vous ai pas menti le 19 septembre lorsque je vous ai dit que mes passeports étaient à l'Élysée. Et encore une fois, je fais confiance à la justice qui travaille dans l'affaire du 1er mai et qui fait émerger un certain nombre de vérités sur des mensonges. Plus ça va, moins ça va. On en sait encore moins aujourd'hui qu'on en savait ou qu'on en supposait il y a quelques jours. Moi, je n'ai pas les moyens de dire « Monsieur Benalla, vous m'avez menti ». Ce qui m'interpelle, c'est qu'il les a récupérés et qu'il ne veuille pas dire comment il les a récupérés. Ça pose question. Là-dessus, donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission. J'en suis désolé. Mais nous vous posons aussi des questions là-dessus et vous êtes obligé d'y répondre. Mais je ne pourrai pas répondre à cette question. Permettez-moi de vous dire que ça n'est pas être très respectueux des institutions que de refuser de répondre aux questions qui vous sont posées par une commission d'enquête parlementaire. Vous avez une conception singulière de ce que c'est que le respect des institutions. Elle a démontré qu'il y avait forcément quelqu'un qui mentait, puisqu'il y a deux thèses contradictoires dans l'attribution des passeports. La thèse de M. Benalla et la thèse notamment du directeur de cabinet de l'Élysée. Mon ultime conviction, dite d'ailleurs sur ce plateau, c'est que M. Benalla a menti quand il a dit qu'il avait laissé ses passeports à l'Élysée. Donc il a rementi aujourd'hui alors ?
Nous allons expertiser les choses. En ne nous répondant pas, il s'expose à des sanctions judiciaires puisque une commission d'enquête parlementaire jouit de droits tout à fait particuliers, originaux. Est-ce qu'il prend un risque de ne pas répondre à toutes les questions? Je pense qu'il ne prend absolument aucun risque. Je pense qu'en revanche, les sénateurs ont pris quelques risques en lui posant certaines questions. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'elle a servi à rien, cette audition? Pas grand-chose. Écoutez, on est dans une démocratie, n'est-ce pas? Il dit mise en examen, voilà, je ne réponds pas. Alexandre Benalla se serait réfugié derrière l'information judiciaire. Mais moi, j'ai envie de leur poser une question. Est-ce qu'ils contestent l'existence d'un principe fondamental constitutionnel qui est celui de la séparation des pouvoirs? Est-ce qu'ils le contestent? Est-ce qu'ils contestent le droit de la défense d'Alexandre Benalla? Soit il ment et les passeports diplomatiques, il les avait depuis le début et ils n'ont pas fait ce circuit, cet aller-retour à l'Élysée. Soit effectivement il protège quelqu'un, soit il y a de sa part la volonté de nous égarer. Voilà, dans un instant, la troisième partie de notre émission. Territoire Sénat, tout de suite.